Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Monsieur Banga. J'avoue que ce n'est pas facile d'être à la tête du département des droits de l'homme et des libertés publiques dans un pays en voie de développement comme le nôtre. Je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que, par essence, les droits de l'homme s'expriment mieux dans un environnement de pays développés et de démocratie avérée. Vous savez, les droits de l'homme, c'est une lutte constante entre la nécessité de garantir à chaque citoyen une zone inviolable de droits et l'affirmation de l'autorité de l'État. Alors lorsque cela se passe sur notre continent, il est clair que la tâche est plus âpre. Monsieur Bamba Sendou, coordonnateur général du regroupement des acteurs ivoiriens des droits humains, l'on ne vous a pas suffisamment vu pendant la crise. Où étiez-vous? Bonsoir, M. Manga. Le RADH était là, a travaillé pendant la crise post-électorale sur plusieurs aspects, sur le plan humanitaire, sur le lobbying, parce que cette crise, il fallait faire aussi le lobbying pour que les organisations internationales interviennent pour rétablir les droits des uns et des autres en Côte d'Ivoire. Le lobbying, c'est quoi? Vous avez fait quoi concrètement? Évidemment, vous savez que la crise post-électorale en Côte d'Ivoire a vu l'intervention de plusieurs instances, la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations Unies. Vous voulez dire que c'est votre œuvre? L'œuvre de la société civile également. Alors, Maître Traoré Buissa est le premier vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme, actuellement en Côte d'Ivoire. Avez-vous foi au combat que vous menez? Monsieur le ministre l'a dit, il faut pouvoir concilier l'impératif des droits individuels à l'autorité de l'État. Il faut également pouvoir prendre en compte les positions et les actes de tous ceux qui nous entourent et même ceux pour lesquels on travaille. Donc c'est un combat difficile mais exaltant et c'est un combat qui mérite d'être mené et nous avons foi qu'en tout état de cause qu'on finira un jour par arriver au but poursuivi. Monsieur le ministre, vous êtes notre invité principal. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut connaître au moins les charges de votre ministère? Oui, le ministère des droits de l'homme et des libertés publiques, créé à la faveur de la mise en place du gouvernement du 1er juin 2011, a essentiellement pour mission d'assurer la promotion et la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, de faire des études et des analyses de toutes les conventions et de tous les textes qui ont vocation à se rapporter aux droits de l'homme, de mettre la législation ivoirienne en harmonie avec les normes internationales, d'assister les personnes vulnérables, donc en situation de difficulté, et également donc de concevoir et animer le plan national des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Voilà en gros la tâche qui nous est assignée. Vous conviendrez avec moi que c'est une tâche énorme et nous nous attelons depuis quelques 9 mois bientôt à faire en sorte que cette situation, disons que ces grandes visions du président de la République en matière des droits de l'homme et des libertés publiques se traduisent en actes concrets. Ok. Maître Dressa, vous n'avez pas le sentiment qu'il y a une dualité entre le ministère et la Commission nationale des droits de l'homme? Non, nous ne croyons pas parce que vous savez que tant qu'il y aura des structures et des énergies pour lutter pour la promotion et la protection des droits de l'homme, c'est l'être humain, c'est la population qui gagnera. Et donc, le ministère des droits de l'homme et des libertés publiques ne vient pas combattre la Commission nationale des droits de l'homme et vice-versa. Et il est important que aussi bien la Commission nationale des droits de l'homme que le ministère des droits de l'homme et des libertés publiques puissent travailler en synergie. Et c'est ce qui se passe sur le terrain pour faire en sorte que les Ivoiriens soient plus heureux, en tout cas que tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Quelle est votre différence? La différence entre le ministère des droits de l'homme et des libertés publiques et la Commission nationale des droits de l'homme tient même à l'origine. Le ministère est dans le gouvernement, la Commission nationale des droits de l'homme est hors du gouvernement. Deuxièmement, mais c'est pas l'État, non, je crois. Oui, la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire reçoit son financement de l'État, mais cela n'est pas un handicap. Parce qu'il faut dire également que ça doit tenir compte de la composition des personnes qui sont... Si on ne vous finance plus, si on ne nous finance plus,
On n'avait pas cette indépendance. Si on ne finance plus, la commission ne travaillera plus. Et puis, je pense que les vous êtes lié aussi au gouvernement. Vous êtes lié au gouvernement. On est lié à l'État de Côte d'Ivoire. Si l'État de Côte d'Ivoire, oui d'accord, mais si l'État de Côte d'Ivoire tous, vous ne pouvez rien faire, c'est ça? Vous êtes bloqué à ce niveau. Si nous sommes bloqués, nous pensons que les populations et les observateurs apprécieront, mais je pense que ce n'est pas... ce n'est pas le cas, vous avez le financement nécessaire. En tout cas, nous nous battons et nous savons également que le gouvernement essaie de mettre les moyens à notre disposition pour faire en sorte que ceux qui vivent en Côte d'Ivoire puissent voir leurs droits respectés. Alors, Monsieur le ministre, que devons-nous entendre par droit de l'homme? Est-ce que c'est vaste? Oui, merci Banga. La notion de droit de l'homme est souvent mal appréciée par les populations. On entend par droit de l'homme un ensemble de droits inhérents à la qualité d'être humain. Dès lors que vous êtes une personne, vous avez de manière indétachable des droits qui sont tant vis-à-vis de vos concitoyens que de l'État. C'est donc une perception philosophique de la possibilité pour chacun de faire tout ce qui est utile pour lui, tant que cela ne nuit pas à l'ensemble de ses autres voisins. Voilà globalement schématisé la notion de droit de l'homme. Pour être plus technique, on pourra dire que ce sont les droits inhérents à la personne humaine que les États et aujourd'hui, avec la déclaration de 1948, les nations ont concédé à chaque être humain de par sa seule qualité d'être humain. Les droits de l'homme, dans notre cas, s'accompagnent des libertés publiques qui, elles, s'analysent comme des obligations objectives que chaque État se fixe par rapport à l'ensemble de ses concitoyens. C'est donc que dans la notion de liberté publique, c'est vis-à-vis d'un État sur son ressort territorial que ces droits-là sont appliqués, sont appréciés. Ils ont également une définition internationale, mais dans leur application, comme je dis, c'est plus textuel. Les droits de l'homme, dans le cadre de la Côte d'Ivoire, c'est une obligation constitutionnelle, parce que la Constitution de 2000 dispose beaucoup d'articles relativement aux droits de l'homme. Le préambule adhère à la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est dire que le peuple ivoirien, fondamentalement, est attaché à l'expression et à la promotion des droits de l'homme. Voilà à peu près ce qu'on peut dire. Mais bon, pour aller plus loin, il y a plusieurs catégories de droits de l'homme, si on veut le dire. Il y a la première génération ou la première catégorie des droits de l'homme qui sont les droits les plus connus. Ce sont les droits civils et politiques. La liberté d'expression, le droit à la vie, la liberté d'aller et venir. Ce sont ces droits-là qui sont généralement les baromètres d'appréciation de la majorité des personnes quant à la bonne protection ou à la bonne santé des droits de l'homme dans un pays. Mais il n'y a pas que ces droits-là. Il y a également les droits économiques et sociaux, le droit à l'emploi, le droit à la santé, le droit à l'éducation, toutes choses qu'on doit mettre ensemble lorsqu'on apprécie la situation des droits de l'homme dans un pays. Si l'on ne s'attarde que sur la notion des droits civils et politiques, on fera donc une appréciation biaisée de la situation des droits de l'homme dans un pays. Voilà. Ok. Alors, M. Sindou, est-ce que vous faites la même lecture que M. le ministre? Oui, je crois que M. le ministre a énuméré les différentes générations des droits de l'homme. Il y a les droits civils et politiques qui sont généralement vulgarisés chez nous en Côte d'Ivoire, dont on met un peu en stand-by les droits socio-économiques et culturels qui sont importants. Les deux générations sont complémentaires. Je dirais quelqu'un, si vous avez les droits civils et politiques et vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas complet. Et donc, l'aspiration aux deux générations de droits de l'homme est importante pour les Ivoiriens aujourd'hui. Alors, Monsieur le ministre, vous-même vous l'avez dit, hein, il y a beaucoup de types de droits de l'homme. Au niveau, quand on vit en Côte d'Ivoire, quels sont les droits qui vous paraissent prioritaires, essentiels? Il faut dire que je pense que vous parlez de la priorisation, de la primauté des droits de l'homme, mais c'est fonction des périodes. Et dans le cas de la Côte d'Ivoire, actuellement, au moment où nous sortons d'une crise politique qui a
sérieusement ébranler les fondements économiques de l'État, nous pensons, et le gouvernement le démontre au quotidien par les actions qu'il pose, qu'il faut privilégier à l'État les droits socio-économiques et culturels qui vont permettre aux Ivoiriens de se retrouver dans un État au moins émergent, car je le dis d'entrée de jeu, que les droits humains s'expriment plus aisément dans un pays démocratique et développé. C'est parce que vous avez la capacité de vous nourrir, c'est parce que vous avez la capacité de vous soigner, c'est parce que vous avez la liberté d'aller et venir que vous réclamez la différence d'opinion plus aisément, que vous réclamez la liberté religieuse plus aisément, parce que l'État a mis en place les dispositions qu'il faut pour que ces différents droits puissent s'exprimer. Si nous devons, dans le contexte actuel de construction post-crise, dire qu'est-ce qui est plus important, et je pense que ce sont les droits collectifs. Et les droits collectifs, ce sont ceux-là justement qui sont de la deuxième catégorie, les droits socio-économiques. Nous avons également les droits catégoriels, ceux des groupes sociaux vulnérables, les enfants, les femmes, les vieillards. Je pense que si tous ces droits sont déjà acquis par les Ivoiriens, nous serons plus à l'aise pour échanger sur la sphère politique, parce que nous serons débarrassés des contingences, du besoin vital, des nécessités de vivre ensemble, de sorte que chacun sera plus libre, plus à l'aise pour exprimer sa position politique. Naturellement, la crise post-électorale a mis en exergue une question de sécurité en Côte d'Ivoire. Donc, la nécessité de consolider la sécurité, quelque part, ébranle un tant soit peu ou rend un peu difficile l'expression des droits civils et politiques. Je l'ai dit au début, c'est un combat permanent entre la nécessité de mettre l'être humain dans un environnement inviolable où il peut faire tout ce qu'il veut et la nécessité de construire un État. En Côte d'Ivoire, nous sommes à l'étape de la construction des droits de l'homme. Puis ensuite, nous serons à l'étape de leur libre expression et exploitation. Alors, Maître, est-ce que vous faites, selon vous, quelles sont vos priorités au niveau des droits de l'homme en Côte d'Ivoire au jour d'aujourd'hui? Merci. Il faut dire qu'il est difficile pour nous, à la Commission nationale des droits de l'homme, de dire voici nos priorités, parce qu'il faut tenir compte du contexte. Il faut tenir compte du contexte et des circonstances. Parce qu'aujourd'hui, on peut vouloir dire tel droit nous semble prioritaire, et puis les événements vont entraîner que d'autres droits puissent revenir à la surface. Il est important de pouvoir faire un dosage de l'ensemble des droits et de faire en sorte que chacun de sa position puisse trouver quelque chose à tirer. Parce qu'il faut dire que, au-delà du fait que les droits de l'homme constituent des concepts pour tous, chacun également de sa position essaie d'analyser, essaie de tirer le meilleur pour lui. Et nous, défenseurs des droits de l'homme, nous avons l'obligation de faire en sorte que tous puissent être heureux, tous puissent trouver son compte. Ok. Alors, Monsieur le ministre, je reviens encore à vous. Est-ce qu'on peut faire quelle est la situation aujourd'hui des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, depuis la crise jusqu'à nos jours? Par rapport à la crise, je voulais dire, politique que vit la Côte d'Ivoire depuis à peu près 1999, si nous faisons un regard en arrière, il faut dire que la dernière décennie a été assez douloureuse pour les droits de l'homme, parce que c'est assez souvent, ou même fréquemment, que l'on entendait ci et là parler d'exécution, d'arrestation, et aussi et surtout de l'impossibilité de jouir des droits socio-économiques dont nous parlions, la difficulté au niveau de la santé, la difficulté au niveau de l'école, avec les multiples grèves. Toutes ces choses-là mettaient donc à l'arrivée au 1er juin du département en charge des droits de l'homme et des libertés publiques, la Côte d'Ivoire dans une situation de droits de l'homme exécrable. Nous le concédons, beaucoup d'ONG nationales, mes amis sur le plateau, internationales, ont décrié tous les massacres et toutes les situations qui ont prévalu. Donc il s'agissait pour le gouvernement de jeter les fondements de l'expression et de la promotion des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. C'est ce que je disais tantôt.
quand on veut véritablement permettre la jouissance des droits civils et politiques, il y a des droits socio-économiques qu'il faut mettre immédiatement en face. C'est pourquoi les premières mesures du gouvernement ont été dans le sens de relancer l'économie, parce que c'est l'économie qui met à l'aise dans l'expression des droits de l'homme, de relancer la santé, de relancer l'éducation, le transport, la libre circulation et de s'attaquer frontalement à l'insécurité. Ce sont ces choses-là qui, une fois balisées et maîtrisées, permettront aux Ivoiriens de mieux percevoir leurs droits en tant qu'hommes. Ce sont ces problèmes, une fois jugulés, qui permettront donc à l'autorité, et à travers nous donc, instruments d'exécution de cette volonté, de faire en sorte que les droits les plus populaires, ou populaires en ce qu'ils soient les plus diffusés, les droits civils et politiques, soient mieux encadrés, soient plus promus. Donc notre combat aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le souvenir douloureux que nous avions du racket, des arrestations tous azimuts, des assassinats qui ne donnaient pas lieu à des poursuites, soit arrêté. Alors vous l'avez dit, de 1999 jusqu'à nos jours, est-ce que vous avez le sentiment que quelque chose a été fait véritablement en faveur des droits de l'homme? Oui, depuis 8 mois, les choses sont perceptibles à travers donc la foule de décisions prises par le gouvernement. Les choses avancent de mieux en mieux. La notion la plus évidente qui est l'insécurité, qui met très mal à l'aise les droits de l'homme. L'insécurité est en train d'être jugulée. Je crus entendre pas plus tard qu'hier le responsable gouvernemental de ce domaine-là dire que nous sommes passés de 12 braquages quotidiens à 14 braquages hebdomadaires. Vous voyez déjà l'effort consenti pour permettre à chacun de circuler librement et certainement de jouir d'un de ses droits fondamentaux, celui de disposer de ses biens. Parce que ça aussi, c'est un droit capital dans un système surtout de capitalisme où chacun s'attelle à acquérir des biens. Si l'insécurité ne vous permet pas d'en disposer, l'État quelque part aura failli à son obligation de vous mettre dans les dispositions de jouir de votre droit. Ok. Voilà. Alors, M. Sindou, est-ce que vous avez le sentiment depuis un moment que les Ivoiriens connaissent véritablement leurs droits? Bon, nous, à notre niveau, je pense que les Ivoiriens ne connaissent pas suffisamment leurs droits. Et ça, nous nous sommes réjouis en son temps quand le président de la République a dit lors de sa prestation de serment qu'il œuvrait pour un état de droit. Et nous étions très contents. Nous sommes pour une fois, nous allons aller vers la connaissance, la vulgarisation des droits humains. Et aujourd'hui, il y a des campagnes d'éducation en matière de connaissance des droits humains qui sont organisées par les organismes de la société civile. Et pour moi, c'est l'occasion d'inviter le gouvernement à investir dans ce domaine. Aujourd'hui, depuis un certain temps, il y a une commission nationale d'introduction de l'enseignement des droits humains dans l'établissement secondaire, mais qui n'a pas encore pris forme. Et nous souhaitons que ce programme soit réalisé pour que depuis les maternelles jusqu'au supérieur, les gens connaissent les droits. Il faut dire également que même les intellectuels d'un certain rang ne connaissent pas les droits. Malheureusement. Malheureusement. Donc il est important que des campagnes de sensibilisation soient menées dans ce sens. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Et nous faisons ce que nous pouvons à notre niveau avec les modestes moyens que les partenaires au développement nous donnent. Et je crois que le ministère a initié quelque chose dans ce sens avec les SMS qu'ils envoient, avec un opérateur de téléphonie mobile aux gens pour leur expliquer un peu la Déclaration universelle des droits de l'homme. On parlera tout à l'heure des actions du ministère. Alors, allez-y. Nous faisons ce que nous pouvons. Par exemple, nous, au RAIDH, depuis 2008, nous avons initié un programme de renforcement des capacités de jeunesse des partis politiques en matière de connaissance des droits humains. Mais là, à ce niveau, nous constatons sur le terrain que les droits humains ne sont pas du tout connus. Et donc, il est important que des actions soient menées dans ce sens. Alors, maître, on parle aussi que dans les commissariats, dans certains commissariats, les droits de l'homme ne sont pas du tout respectés. Le délai de détention qui est de 48 heures, généralement, ce délai n'est pas respecté. Malheureusement, vous avez connaissance malheureusement, ce sont des constats que nous faisons.
Et cela interpelle tous et surtout le gouvernement pour faire en sorte que l'ensemble des règles instituées et établies pour le respect des libertés individuelles, pour le respect des droits de la défense puissent être appliqués. Parce qu'un état de droit va avec une justice juste et équitable. Et la justice juste et équitable également est une justice pénale bien menée. Et donc que dès le départ, le prévenu ou la personne poursuivie ou accusée puisse bénéficier de l'ensemble des droits garantis aussi bien par la Constitution de la Côte d'Ivoire que par les textes de loi et les textes réglementaires. Et donc mais il faut dire qu'il y a des efforts qui sont faits à ce niveau parce que à certains moments, c'était beaucoup plus difficile. Les efforts sont faits, mais je pense également qu'il y a beaucoup reste à faire. Et nous, au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme, c'est d'encourager et de demander aux autorités gouvernementales en charge du domaine aussi bien de l'application de la loi que des poursuites, de faire en sorte que chaque autorité chargée de mener des poursuites puisse s'en tenir aux règles de droit. Monsieur le ministre, il y a un autre problème, hein. Vous l'avez dit tout à l'heure, le droit à la santé. Et pourtant, quand vous arrivez dans nos CHU, si vous n'avez pas de moyens financiers pour vous soigner, vous pouvez mourir. C'est un constat effectif et malheureux, mais comme je le disais tantôt, la libre jouissance ou la bonne expression de ces droits-là est fonction de la prise par l'État des dispositions pour que ces droits-là puissent s'exprimer. Dans les droits humains, il y a ceux que la personne en elle-même met en application par ses actions, la liberté de parler, la liberté d'agir, mais il y a ceux dont la mise en œuvre est facilitée par l'État. C'est lorsque l'État met des hôpitaux à portée de la main des citoyens que ceux-ci peuvent disposer du droit de se faire prendre en charge. C'est lorsque l'État forme les médecins et tout le personnel sanitaire que le citoyen peut jouir de son droit à la santé. Pour rester dans le cadre du droit à la santé, dans les mesures qui ont été prises au lendemain de la crise post-électorale, il est bon de noter la gratuité des médicaments. La gratuité des soins, pas des médicaments. La gratuité des soins, ce qui suppose que vous pouvez aller à l'hôpital, vous faire soigner sans débourser de l'argent et donc disposer à l'occasion des médicaments qu'il faut pour vous ramener la santé. C'est vrai que cette réalité, il y a eu quelques dérapages tout de même, a été confrontée à cette volonté, a été confrontée à la réalité du terrain, parce que si vous êtes dans une zone où l'hôpital ne dispose pas, par exemple, d'un laboratoire d'analyse, il est clair que vous ne pourrez pas avoir une jouissance totale de ce droit à la gratuité des soins, parce que ça va être nécessaire pour vous de commencer par faire l'analyse de votre situation médicale avant de bénéficier du soutien donc de l'État qui avait décrété la gratuité. C'est aussi la raison pour laquelle l'État s'attelle à faire la mise à niveau sanitaire des installations en Côte d'Ivoire et fait en sorte que chaque citoyen puisse accéder à ces soins-là. Aujourd'hui, ils ne sont plus totalement gratuits pour tout le monde, ils sont réservés à la mère et à l'enfant parce que nous pensons que justement le droit fondamental prioritaire qui est le droit à la vie est mis en exergue à l'occasion donc de la prise en compte de la mère et de l'enfant. C'est donc pour ça, je pense que l'État a ciblé, et il y a également les problèmes financiers, mais nous nous attelons au quotidien à mettre à la disposition des Ivoiriens toutes les commodités pour pouvoir disposer de leurs droits. Il y a aussi, Monsieur le ministre, le droit au travail. On a décrit le travail des enfants dans les plantations, mais en ville, nous voyons les jeunes gens qui cirent les chaussures et qui doivent rendre compte à leurs parents le soir. Ça aussi, c'est grave, Monsieur le ministre. C'est un travail, c'est même déplorable, Banga. Mais je l'ai dit tantôt, je dis que certains droits ne sont plus facilement exprimés que dans un environnement économique favorable, dans un contexte de développement. Nous sommes dans un état pas du tout riche, pauvre, on pourra le dire, puisque nous aspirons au PPTE.
Vous comprenez que le parent qui n'a pas la capacité de mettre son enfant à l'école se décharge un tant soit peu de l'obligation de l'éducation qui pèse sur lui. Mais est-ce qu'on peut pour autant condamner le père, qui lui-même est déjà chômeur, qui n'a donc pas les moyens même de la subsistance à la maison, de ne pas avoir payé l'école? Que doit faire l'État en pareille circonstance? Premièrement, c'est de rendre l'école gratuite. Deuxièmement, c'est de rapprocher l'école de tous les citoyens. Troisièmement, c'est de former les enseignants et les mettre à la disposition donc de ces établissements pour éduquer les enfants. Je pense que dans les mesures récentes du gouvernement, il apparaît clairement la volonté de faciliter ou de réaliser cela. Il y a eu le recrutement exceptionnel des enseignants, il y a la démultiplication et la réhabilitation des infrastructures scolaires, et il y a eu des mesures fiscales pour favoriser l'emploi des parents, toutes choses qui vont éviter que les enfants se retrouvent dans la rue, en train donc de faire des petits travaux pour subvenir ou aider leurs parents qui sont souvent en situation de difficulté économique. Ok. Alors, monsieur Sendou, le droit à la santé, je reviens à vous. On a vu les déchets toxiques à Abidjan, hein, qui ont tué et qui continuent de tuer d'ailleurs les Abidjanais. Vous, qu'est-ce que vous avez fait? Je crois que nous, à notre niveau, au niveau de la société, le RAIDH d'abord était un regroupement d'ONG en son sein, dans lesquels nous avons le MIDH qui a travaillé sur la question. Et donc, à ce niveau, le MIDH a assisté des personnes, a même envoyé des personnes à Genève pour se plaindre. Et à ce niveau, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le dossier est en cours. Et donc, les agences de la société civile continuent d'assister les victimes dans ce sens-là. Assister? Comment Assister, c'est-à-dire que ce n'est pas de manière médicale, mais les assister pour qu'ils portent plainte et que la plainte puisse aboutir. Jusque-là, ça n'a pas encore abouti. Hein, Bon, jusque-là, je n'ai pas d'informations avec le courant du MIDH pour dire que ça aboutit ou pas. C'est assez compliqué d'essayer de voir ça parce que les gens souffrent beaucoup. Alors, maître, au niveau de votre organisation, je suis tenté de vous poser cette question. Est-ce que vous avez véritablement les moyens de votre politique? On peut répondre par oui comme répondre par non, mais en même temps, parce qu'il faut dire qu'on ne pourra pas toujours avoir les moyens dont on a besoin. Mais est-ce que vous avez l'essentiel? Nous avons... Quand on parle de moyens, c'est cela. Oui, nous avons un peu de moyens, mais nous pensons que nous avons besoin davantage de moyens pour pouvoir accomplir notre mission. Le gouvernement essaie de mettre à notre disposition des ressources, des partenaires au développement de la Côte d'Ivoire nous soutiennent, mais nous pensons que l'œuvre des droits de l'homme est une œuvre assez difficile, une œuvre où chaque jour il faut être sur le terrain, il faut avoir la main à la pâte, et donc nous avons besoin de plus de moyens. Ce qui est fait n'est pas négligeable, mais plus encore serait mieux. Monsieur le ministre, je n'arrive pas à comprendre qu'il y ait un ministère chargé des droits de l'homme et des libertés publiques et qu'il y ait ensuite une commission nationale des droits de l'homme, financée tous les deux par l'État de Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est pas une gabegie, c'est pas quelque chose qu'on peut éviter pour vous permettre, vous, d'avoir suffisamment de moyens et puis faire face à ce problème? Non, je pense que le premier vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire l'a indiqué tantôt. Oui, il a indiqué, la démultiplication des institutions pour la promotion et la protection des droits de l'homme n'est pas un frein à l'efficacité de cette action, bien au contraire. Il faut faire la chronologie des événements. Vous savez que les commissions nationales des droits de l'homme sont des obligations qui émanent des principes de Paris. C'est la communauté internationale qui, de manière consensuelle, a indiqué que dans chaque État, il faut un organisme chargé donc de la défense des droits de l'homme, de leur promotion, et cet organisme, cette institution... Il faut le faire même quand on n'a pas les moyens de sa politique? Mais écoutez... Est-ce qu'on est obligé d'appliquer cela? C'est un critère de bonne gouvernance. Et vous savez que les critères de bonne gouvernance ne sont pas forcément toujours les plus aisés à mettre en marche. Si vous ne l'avez pas,
il y a quelque part des aides et des soutiens. Un manque à gagner quelque part. Quelque part. Il faut bien investir pour avoir le retour. Alors, je pense que ce n'est pas de trop. Comme nous l'avons indiqué ailleurs, il faut simplement que les choses soient suffisamment agencées pour que chacun joue une partition dont le total sera donc le bonheur et le bien-être des Ivoiriens en matière de droits de l'homme. Alors, Monsieur le ministre, nous allons maintenant parler de vos actions. On vous a vu faire des audiences foraines pour l'établissement de jugements supplétifs. Ça fait partie de vos missions, ça? Si nous prenons l'essence, on dira non, nous ne sommes pas chargés en tant que ministère de la mise en œuvre de l'état civil. Mais il faut aller plus loin pour savoir que les jugements supplétifs que nous établissons à l'endroit de certains Ivoiriens contribuent à les exclure d'une situation qui constitue une violation grave des droits de l'homme. Parce que lorsque vous n'avez pas un lien juridique avec un État, vous êtes qualifié d'apatride. L'apatridie, c'est une violation énorme. Je pourrais même dire que c'est la plus grave violation des droits de l'homme, parce qu'en même temps qu'elle ne vous rattache pas à un État, elle vous démunit systématiquement de tous les droits que vous avez. Celui d'aller à l'école, pour aller à l'école, il faut être identifié. Le droit à l'éducation. Celui de se faire soigner, quand vous arrivez à l'hôpital, on va vous demander une pièce au moins pour vous répertorier. Celui donc de même d'ouvrir un compte bancaire si vous commencez à travailler. Pour travailler, d'ailleurs, il faut être identifié. Donc vous n'aurez pas droit au travail si vous n'avez pas un jugement. Vous n'aurez pas droit à l'éducation, vous n'aurez pas droit au mariage. Donc en clair, Monsieur le ministre, vous vous occupez des sans-papiers, c'est ça? Nous ne nous occupons pas des sans-papiers parce qu'il y a des sans-papiers qui ne sont pas forcément exposés à ce risque-là de par leur peut-être option de ne pas avoir de papier. Ça, c'est une option. Quelqu'un peut choisir de ne pas avoir de papier, en espérant, en comptant sur quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais celui qui n'a pas de papier parce qu'il est dans l'impossibilité d'en avoir, nous préoccupe. D'accord. Nous préoccupe. Ok. Vous avez aussi organisé un séminaire à l'endroit des forces, de nos forces de l'ordre et des paramilitaires également. Ça obéit à quoi, Monsieur le ministre? Ça obéit à ce que disait tantôt le premier vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme, par la nécessité de divulguer les normes en matière de droits de l'homme. Nous nous y attelons avec les caravanes aussi que nous faisons, où avec les populations, nous échangeons, nous les informons sur les notions de droits de l'homme. Nous pensons que la meilleure façon de protéger les droits de l'homme, c'est de les enseigner. C'est de les mettre à la portée de chacun. C'est lorsque vous savez ce que c'est que vous êtes plus apte à en assurer la défense ou la promotion. C'est notre axe principal d'action, la formation. À côté de la formation que nous avons donnée au commandement et aux forces paramilitaires, nous nous attelons à faire d'autres formations et nous en projetons quelques-unes encore, notamment à l'endroit des journalistes. Oui, on va en parler. Voilà, à l'endroit des journalistes, nous nous attelons à réanimer les clubs des droits de l'homme dans les collèges et lycées. Nous sommes déjà en train de travailler avec eux dessus, parce qu'ils l'ont dit également, nos amis de la société civile et de la commission, si les enfants, déjà au bas âge, sont initiés aux droits de l'homme, il est clair qu'il y a des espoirs que la société future soit plus respectueuse des droits de l'homme. Donc nous nous attelons à faire tout ce qui est possible pour sensibiliser et surtout pour former aux droits de l'homme. Maître, je reviens encore à vous. Quelles sont les actions que vous avez posées en faveur des droits de l'homme, bien sûr? Merci. La Commission nationale des droits de l'homme essaie déjà chaque année d'organiser ce qu'elle appelle la quinzaine des droits de l'homme. C'est donc dire autour du 10 décembre de chaque année, pendant 15 jours, nous essayons d'approcher les populations dans les différentes communes de Côte d'Ivoire pour parler et les sensibiliser aux droits de l'homme. Nous travaillons également avec les radios de proximité pour expliquer les droits de l'homme. Mais également, nous sommes à l'écoute des populations, notamment celles qui pensent que leurs droits sont violés, qui nous saisissent. Et donc, nous travaillons sur ces requêtes-là. Nous essayons de rencontrer
les différentes parties mises en cause et faire des recommandations pour éviter que ces violations puissent se répéter. Nous avons également, avec entrepris une tournée où nous avons fait la zone centre-nord, où nous avons rencontré l'ensemble des populations pour échanger avec elles sur la question des droits de l'homme. Donc c'est au quotidien notre tâche. Chaque jour, nous recevrons des personnes également qui pensent qu'elles veulent en savoir davantage sur les droits de l'homme qui viennent vers nous. Très récemment, nous avons offert à 2 établissements d'Abidjan des ouvrages sur les droits de l'homme, notamment le lycée Jeunes Filles de Yopougon et le collège moderne du Plateau, pour que déjà dans ces établissements, les personnes puissent commencer à s'initier aux droits de l'homme. Parce que, vous savez, notre Côte d'Ivoire a connu la violence par l'école, en tout cas dans les années 90, et nous pensons qu'à l'école également, il faut pouvoir amener les gens à cultiver les vertus de la paix, les vertus des droits de l'homme. Monsieur Sendou? Oui. Je crois que le RAIDH, avec les organisations de la société civile, travaillons dans le sens de la promotion, de la protection, de la défense des droits humains. Mais particulièrement, le RAIDH, nous travaillons avec les jeunes. Parce que nous disons que les jeunes, c'est la relève de demain. Il faut que ces jeunes aient des notions très poussées en matière de droits de l'homme pour que demain, lorsqu'ils deviendront des responsables, ils aient au moins du respect pour les hommes. Pour nous, nous avons travaillé avec les ex-miliciens, les démobilisés et les jeunesses des partis politiques en matière de connaissance des droits humains. À ce niveau, il faut dire que nous avons des résultats probants avec les ex-miliciens et les démobilisés dans ce sens. Mais également, nous publions un bulletin qui nous permet d'informer les populations sur les droits humains. Mais également, tout à l'heure, vous avez parlé de la crise de 2000, le ministre a parlé de 99 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous sommes en train aujourd'hui de faire une documentation sur les violations des droits humains de 2002 à mai 2011. Avec 5 autres organisations, la LIDO, le MIDH, le Club Union Africaine, la Coalition des défenseurs des droits humains et l'Organisation des femmes actives de Côte d'Ivoire. À travers ce document, nous allons interpeller les uns les autres pour leur montrer les graves violations des droits humains que nous avons commises dans notre pays pendant cette période-là. Et faire des recommandations à l'endroit du gouvernement, à l'endroit des autorités compétentes et de la CDVR pour qu'on aille vers le processus de réconciliation nationale. Quand il y a eu les affrontements à Ara entre FRC et les jeunes, qu'est-ce que vous avez fait à ce niveau? À ce niveau, je vous informe que le RAID a certains regroupements et des organisations en interne qui vont sur des thématiques. Et quand les organisations en interne vont sur cette thématique, la coalition elle-même ne bouge pas. Et donc nous servons des rapports de ces organisations et que nous publions. Et nous faisons un lobbying auprès des partenaires, surtout au niveau des responsables de la hiérarchie militaire, pour qu'ils sensibilisent les jeunes au respect des droits humains. Également, nous parlons aux populations à la base, pour que les populations respectent les institutions. Parce que ça aussi, c'est un problème chez nous, le respect des institutions. Tout à fait. Maître, sur ce volet, qu'est-ce que vous avez fait? Nous n'avons pas pu nous déplacer aussi bien à Ara qu'à Sequenci et Vavois, parce que c'est pas seulement à Ara. Mais nous, au travers des rencontres que nous avons avec les autorités compétentes, notamment les autorités militaires, nous essayons de les interpeller, d'attirer leur attention sur le fait que les populations peuvent se sentir à certains moments donnés exaspérées, qu'il appartient aux forces républicaines d'avoir beaucoup plus de tenue et surtout de pouvoir comprendre l'état dans lequel se trouvent les autres, parce que les forces républicaines sont dotées de quelque chose de particulier, c'est la force régalienne. Donc elle doit pouvoir utiliser cette force-là avec modération. Ok. Alors, Monsieur le ministre, on parle aussi de la mise en place d'une police des droits de l'homme chez vous. C'est exact? Ça sert à quoi? Oui, nous avons une police des droits de l'homme. Ça sert à mettre en œuvre la protection des droits de l'homme et des libertés publiques. Il s'agit donc de policiers de formation qui sont mis à la disposition du ministère des droits de l'homme à l'effet de mener des investigations en cas de dénonciation de violation des droits de l'homme. Puisque nous avons la possibilité à travers le téléphone, le site web et donc le call center que nous sommes en train de mettre en place, de recevoir directement des plaintes. Lorsque nous les recevons, pour que nous puissions bien aiguillonner la démarche, pour que nous puissions bien orienter notre intervention, nous demandons donc à la police
ce sont des spécialistes des investigations de terrain, de rechercher les informations, de rechercher les éléments de preuve à mettre à la disposition du ministre des Droits de l'Homme pour que celui-ci puisse accéder aux autorités compétentes en la matière pour régler ou pour mettre fin à ces exactions ou à ces violations des droits de l'homme. Cette police des droits de l'homme est donc un instrument qui nous permet de protéger davantage les droits des citoyens. Vous avez un numéro d'appel? Oui, naturellement, nous avons notre standard. On peut le connaître? Le 2032 0758. Nous avons également notre site internet www.mdhlpci.org sur lequel, de manière interactive, vous pouvez faire donc les dénonciations. Il faut peut-être vulgariser ce numéro-là. Nous l'avons fait, nous avons distribué en son temps un flyer avec toutes les commodités d'accès au ministère, mais nous savons qu'il y a encore à faire. Vous savez, ces flyers, il faut les produire. Vous recevez beaucoup d'appels? Oui, nous recevons plus des plaintes écrites. La direction de la protection est tous les jours assiégée par beaucoup de demandes d'intervention du ministère parce que, comme nous l'avons dit tantôt, beaucoup ignorent leurs droits. Nous sommes même souvent appelés à intervenir entre employeurs et employés, alors qu'il y a un tribunal du travail pour ça. Donc les gens nous écrivent pour dire on ne nous paye pas, nous avons des problèmes. Donc il y a de l'éducation, il y a de la formation à faire, mais nous répondons à tout cela en les orientant. C'est ça aussi l'assistance qui nous incombe. Nous les assistons, nous les orientons vers les institutions compétentes pour connaître de l'aide. Monsieur le ministre, on vous a souvent vu en compagnie de hauts responsables du tribunal de l'Haye. Oui, vous savez que la Cour pénale internationale est une instance internationale chargée de veiller au respect des droits de l'homme dans les différents États. C'est l'une des expressions du consensus international sur la nécessité de poursuivre les auteurs des violations excessives des droits de l'homme. Il y a la Cour européenne des droits de l'homme en Afrique. Nous avons la Cour africaine de justice qui est ralliée à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce sont des instances qui sont mises en place par consensus de leurs membres et donc des États pour assurer, en tout cas dans la mesure du possible, le respect des droits de l'homme, sinon pour sanctionner les auteurs des violations des droits de l'homme. Parce que la souveraineté des États souvent fait que il y a une forme d'impunité qui peut, si l'État le souhaite, être acquise en cas de violation des droits de l'homme, mais dans le cas de notre pays, dès sa prise de fonction, le président de la République a affirmé sa volonté de lutter contre l'impunité parce que c'est l'une des causes principales des violations des droits de l'homme ou de l'accroissement des violations des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi nous estimons que être en parfaite symbiose ou en relation bien comprise avec ces institutions internationales contribue à raffermir notre volonté d'aller vers un état de droit. Quels sont vos rapports avec les autres structures des droits de l'homme? Que ce soit au plan national, nous avons un très bon commerce. Je pense que la cellule des droits de l'homme de l'ONU ici, dont je salue la présence du représentant sur ce plateau, ce qui est le gage de ce que, dans la mesure du possible, et de manière constante, nous travaillons ensemble. Nous voyons avec l'ONUCI, qui œuvre beaucoup en matière de droits de l'homme à travers sa division des droits de l'homme, à la promotion et à la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. C'est une relation de collaboration avec les ONG nationales et internationales. C'est une relation de partenariat parce que nous pensons que le consensus autour donc des actions est le gage de leur réussite. Alors, Monsieur le ministre, quelles sont vos attentes par rapport bien sûr aux droits de l'homme en Côte d'Ivoire? En tant que responsable donc de la promotion et de la protection des droits de l'homme et des libertés publiques en Côte d'Ivoire, notre premier souhait est que les droits de l'homme aient droit de cité en Côte d'Ivoire. Si en Côte d'Ivoire, d'ici quelque temps, les droits de l'homme sont la pierre angulaire de toutes les actions, parce qu'à côté des droits, il y a les devoirs des citoyens, donc que chacun s'attelle
à respecter les droits des autres. C'est la condition pour que ses propres droits soient respectés. Donc notre espoir majeur est que d'ici quelque temps, que ce soit les enfants, les femmes, les jeunes, tous les Ivoiriens, tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, aient conscience de ce que le gouvernement ivoirien s'est engagé à construire un état de droit qui passe nécessairement par la fin de toutes les actions qui portent atteinte aux droits de l'homme et qui garantit l'accès de tous à la justice pour lutter contre l'impunité. Si ces choses-là sont acquises, nous aurons fait un grand pas sur le chemin de construction de l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Alors, Monsieur le ministre, le président Ouattara l'a dit, d'ici quelques années, la Côte d'Ivoire sera un pays émergent. Alors, quel est l'apport des droits de l'homme dans cette grande vision du président? C'est la pierre angulaire. Nous l'avons dit, la démocratie ne s'exprime bien que lorsque les droits de l'homme sont garantis et protégés. Le développement ne s'exprime bien que lorsque les droits de l'homme sont consentis et assurés. De sorte que sur le plan du commerce international, quand je dis le commerce international, je veux dire les échanges entre les États, la santé des droits de l'homme est une condition de fréquentabilité. Alors, si notre pays veut effectivement se retrouver au nombre des États émergents, au nombre des États fréquentables, il faut que notre pays s'attelle à construire efficacement et durablement les droits de l'homme. C'est ça, toute la gageure qui est la nôtre avec nos amis de la société civile qui luttent et qui défendent les droits de l'homme. C'est donc le fondement. Et vous verrez que le président de la République, toutes les fois qu'il s'exprime, parle des droits de l'homme. C'est parce que c'est fondamental et surtout, quand nous sortons d'un drame comme celui que nous avons connu, il est important qu'au plus haut niveau, cela soit répété de manière pédagogique pour que l'ensemble des Ivoiriens en prennent conscience. On n'a plus pas le temps, mais juste une petite question, Monsieur le ministre. Et nos frères qui sont aujourd'hui exilés Vous savez que l'exil peut être volontaire comme forcé. Nous avons, avec toutes les actions que le président de la République pose avec le HCR et le ministère des Affaires étrangères à travers le Sahara, le gouvernement œuvre au retour de tous ceux qui se sont retrouvés hors de la Côte d'Ivoire par la force des choses. Il est clair que celui qui y va volontairement, vous leur donnez des garanties? Oui, la garantie c'est qu'ils seront libres de leur mouvement et auront accès à tout ce que l'État met en place, si tant est qu'ils ne sont pas passibles de répondre des faits de violation des droits de l'homme ou de toute autre exaction qui pourrait être judiciairement établie à leur encontre. C'est vraiment la condition, parce qu'on ne peut pas éponger toute la douleur que les Ivoiriens ont vécue à un moment donné, parce que simplement vous êtes un autre Ivoirien exilé. Je pense qu'il faut concilier donc la nécessité de punir avec la nécessité de pardonner. Parce que le pardon même n'est véritablement acquis que lorsqu'il y a ou sanction ou réparation, surtout réparation. Or la réparation ne vient que lorsque la responsabilité est établie donc par une instance judiciaire. Ok. Alors on va faire rapidement le tour de la question. Vos attentes par rapport aux droits de l'homme en Côte d'Ivoire? Nos attentes, c'est que... C'est quand même sans votre mot de fin. Nos attentes, c'est que l'ensemble des droits de l'homme soient respectés en Côte d'Ivoire et que chaque Ivoirien où qu'il se trouve puisse voir ses droits à respecter et puisse les revendiquer. Et on pourrait me rétorquer que cela pourrait être utopique, mais nous pensons que l'effort pour aller faire un état de droit, c'est l'effort de faire en sorte que chacun puisse voir ses droits respectés. Parce que ce qui est important, qu'il faut savoir, c'est que ce que nous voulons pour nous, il faut que nous le souhaitons pour l'autre. Et donc c'est le résumé des droits de l'homme. Et nous pensons également et nous souhaitons que rapidement également, certainement le ministère des droits de l'homme et des libertés publiques fera en sorte que le test de la Commission nationale des droits de l'homme, qui aujourd'hui n'est pas conforme au principe de Paris, puisse l'être le plus rapidement pour que notre pays puisse être compté parmi les États qui appliquent les résolutions des Nations Unies. Monsieur Sendou, vos attentes, assez rapidement? Nos attentes, c'est que la société civile souhaiterait que les droits humains soient connus et respectés sur tout le territoire national, que l'état de droit soit une réalité. Pour terminer, je voudrais revenir sur la question que Maître Auré vient de dire concernant la Constitution des droits de l'homme.
Nous, RAIDH, ça a été nos cheval de bataille depuis 2008. Nous souhaitons que la future Commission nationale des droits de l'homme respecte les principes de Paris, que ce ne soit pas une loi organique, une ordonnance qui l'institue, mais que ce soit une loi prise à l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre, nous irons à l'Assemblée nationale défendre cette loi, puisque maintenant l'Assemblée nationale est en place. Pour terminer, nous souhaitons que chacun, et tout spécialement tous nos amis de la presse, aient conscience de l'impérieuse nécessité d'assurer la protection des droits de l'homme. Tout le monde doit s'engager à défendre et à promouvoir les droits de l'homme, gage d'une paix commune, gage d'une vie commune pacifiée. Qu'est-ce que vous entendez faire vis-à-vis de la presse? Oui, nous allons, dans les temps qui suivent, grâce à nos partenaires, faire une formation à l'endroit de la presse, parce que les indicateurs d'appréciation des droits de l'homme ne sont pas bien maîtrisés par beaucoup de nos frères journalistes, et les notions même de droits de l'homme ne sont pas très connues. Nous pensons qu'en formant ce relais important qu'est la presse, nous aurons un instrument de divulgation, un instrument d'explication à l'endroit donc des lecteurs et des spectateurs de tout, ou des auditeurs des organes de presse que nous avons dans ce pays. Alors, Maître Traoré, je vous dis merci. Monsieur Sendou, je vous dis également merci. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Je vous souhaite de passer une excellente nuit. À bientôt si Dieu le veut. Au revoir.